Les montagnes entourant Annecy se dressaient comme des sentinelles silencieuses, drapées d'un manteau de brume froide ce soir-là. Dans une maisonnette modeste, nichée à la lisière d'un petit village, Claire Moreau vérifiait une fois de plus que Louis, son fils de 7 ans, dormait paisiblement. Il avait les bras écartés sur la couverture à motif de renard, les paupières agitées par des rêves d'enfant, sans doute peuplés de chevaliers et de fusées. Claire éteignit doucement la lumière et referma la porte, puis s'enfonça dans le canapé élimé du salon. Les aiguilles de l'horloge au mur semblaient tourner plus lentement ici, dans ce coin oublié de la Haute-Savoie. Cela faisait maintenant 4 ans qu'elle avait divorcé. 4 hivers passés à jongler entre les horaires imprévisibles de son travail comme aide-soignante à domicile et les besoins d'un petit garçon qu'elle élevait seule, sans soutien, sans pause, mais avec un amour infini. La télévision grésillait en fond, sans capter son attention. Claire ne la regardait jamais vraiment, sauf quand le silence devenait trop lourd. Ce soir-là, elle pensait aux factures. Encore, à l'électricité, à l'assurance de la voiture, au mois prochain. Son compte bancaire frôlait le rouge comme une blessure qui refusait de guérir. Elle soupira, ferma les yeux. Le vent sifflait entre les arbres. Un autre soir, comme tant d'autres. Soudain, un coup sec retentit à la porte. Une seule fois. Puis 2 plus rapides. Claire sursauta. Il était presque 10 heures du soir. Personne ne venait jamais à cette heure-là, encore moins par temps d'orage. Elle jeta un œil vers la fenêtre. La pluie tombait drue, battant les carreaux avec violence. Elle se leva lentement, enfila son gilet en laine, puis s'approcha de la porte d'entrée. Elle hésita une seconde, écoutant attentivement. Rien que le tonnerre au loin. Puis un autre coup, plus insistant. Elle déverrouilla la porte et l'entr'ouvrit avec prudence. Devant elle se tenait un homme, entièrement trempé, les cheveux collés au front, les lèvres légèrement bleues de froid. Il portait une veste sombre qui dégoulinait sur le paillasson et serrait un sac de voyage contre lui. Ses yeux cherchèrent les siens pleins d'un mélange d'excuses et de détresse. « Je suis désolé. Mon véhicule a quitté la route là-haut. Plus de batterie, pas de réseau. Je ne savais pas où aller. » Sa voix tremblait autant que ses mains. Claire ne répondit pas tout de suite. L'instinct maternel, celui qui lui faisait sentir les intentions dans les silences, lui criait de ne pas avoir peur. Cet homme n'avait pas l'air dangereux, seulement perdu et frigorifié. Elle recula d'un pas et ouvrit un peu plus la porte. « Entrez, vous allez attraper la mort. » Il entra sans un mot, baissant légèrement la tête en guise de remerciement. Claire referma la porte derrière lui, consciente que sa vie venait, sans qu'elle le sache encore, de basculer d'un cran. Elle le guida vers le petit salon, lui tendit une serviette, puis alla raviver le feu dans le poêle à bois. La chaleur se fit peu à peu plus douce, plus enveloppante. L'homme enleva sa veste, révélant une chemise blanche détrempée et un pantalon qui aurait pu paraître élégant s'il n'avait pas été si froissé par l'eau. « Vous avez eu un accident ?» demanda-t-elle en revenant avec une tasse de thé fumant. « Rien de grave. J'ai glissé sur la route, ma voiture est coincée dans un fossé. Je suis sorti chercher de l'aide, mais je n'ai pas de réseau. Et il n'y avait que votre maison ici. » Il attrapa la tasse à 2 mains comme si elle contenait une part de salut. Claire s'assit en face de lui, l'observant discrètement. Il avait un visage fin, marqué par la fatigue ou peut-être par quelque chose de plus ancien. Des rides au coin des yeux, mais pas de celles laissées par le sourire. « Je m'appelle Claire, dit-elle simplement. »« Antoine, répondit-il après une seconde. Antoine Lefebvre. Merci de m'avoir ouvert. Je ne voulais pas déranger. Vous n'avez pas dérangé. Avec ce temps-là, ça aurait été inhumain de vous laisser dehors. » Il hocha la tête, puis baissa les yeux sur ses chaussures détrempées. Claire les remarqua pour la première fois. Malgré la boue et l'eau, elle reconnut la finesse du cuir, la couture parfaite, la marque discrète sur le côté, des chaussures de luxe, beaucoup trop luxueuses pour un homme censé être en galère sur une route de montagne. Elle garda ses pensées pour elle, pour l'instant. Louis, dans sa chambre, remua dans son lit puis retomba dans un sommeil profond. Claire écoutait le crépitement du feu, le souffle du vent et, à présent, la respiration plus calme d'Antoine. L'orage faisait rage dehors, mais dans le salon, une étrange accalmie s'installait. Elle ne savait pas encore que cette nuit allait marquer la fin de toutes ses certitudes. La pluie s'était intensifiée durant la nuit, transformant les chemins de terre en coulées de boue impraticables. Dans le salon de la petite maison, le feu crépitait encore doucement dans le poêle,
jetant des reflets orangés sur les murs tapissés de bois. Antoine Lefebvre, toujours installé dans le fauteuil le plus proche, fixait silencieusement les flammes. Ses vêtements, suspendus près de la chaleur, commençaient à sécher lentement, dégageant une légère odeur d'humidité mêlée à celle du bois brûlé. Claire était restée éveillée plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Après avoir préparé un couchage de fortune sur le canapé pour son invité imprévu, elle s'était réfugiée dans sa chambre, mais le sommeil l'avait fui. Elle ne cessait de repenser à cette silhouette surgie dans la nuit, à son regard troublé, à ses mains fines aux ongles parfaitement entretenus, contrastant avec son récit de détresse sur les routes de campagne. Quelque chose sonnait faux, sans qu'elle puisse encore mettre le doigt dessus. Le matin arriva avec une lumière blafarde, filtrée par des nuages lourds qui pesaient bas sur les sommets. Claire se leva, s'habilla rapidement et se dirigea vers la cuisine. Elle trouva Antoine déjà debout, les cheveux encore humides mais ordonnés, en train de contempler le jardin noyé sous la pluie par la fenêtre. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle en posant 2 tasses sur la table. Il se retourna, surpris, puis hocha la tête. « Aussi bien qu'on peut, après une nuit pareille. Merci encore. Votre hospitalité m'a sauvé. » Il souriait poliment, mais ses yeux restaient à distance, comme s'il se tenait derrière une vitre invisible. Claire servit le café et l'observa à la dérobée. Même dans des vêtements trop larges, ceux de son ex-mari qu'elle gardait au fond d'un placard, Antoine gardait une prestance étrange, une posture presque trop droite, comme s'il venait d'un monde où l'élégance ne se perdait jamais, même sous la pluie battante. « Vous voulez que je vous aide à appeler un dépanneur ?» proposa-t-elle. « Il y a un garage à quelques kilomètres. Ils ont souvent affaire à des voitures embourbées. »« C'est gentil, mais je vais gérer, » dit-il rapidement. « Je ne veux pas vous déranger davantage. »« Ce n'est pas un dérangement, » assura-t-elle. « Si vous me donnez le nom de votre assurance ou un numéro d'urgence, je peux les contacter pour vous. Ici, le réseau est capricieux. » Il hésita une fraction de seconde, juste assez pour que Claire le remarque. Puis il reprit. « J'ai noté les coordonnées dans mon téléphone. » Mais il est resté dans la voiture. « Je vais devoir y retourner dès que la pluie se calme. » Elle hocha la tête lentement sans répondre. Elle n'aimait pas les zones d'ombre, et il y en avait déjà trop autour de cet homme. Louis entra dans la pièce, les cheveux en bataille, traînant sa peluche de renard. Ses yeux se posèrent aussitôt sur Antoine. « C'est qui, maman ?» Claire lui caressa les cheveux. « Il s'appelle Antoine. Il a eu un accident avec sa voiture, alors il reste ici jusqu'à ce qu'il puisse repartir. » Antoine se pencha à la hauteur du petit garçon. « Bonjour Louis, j'espère que je ne prends pas ta place. Tu peux rester si tu veux, mais je dors du côté de la fenêtre. » Antoine rit doucement. Claire le vit pour la première fois sourire autrement que par politesse. C'était un éclat bref mais sincère qui laissa apparaître une ride au coin de sa bouche. Louis grimpa sur une chaise et se mit à raconter une histoire de dragons et de trésors cachés sous la montagne dans un bavardage joyeux. Antoine l'écouta avec attention, ponctuant son récit de petits commentaires qui faisaient rire l'enfant. Claire, en les observant, sentit un nœud se desserrer en elle. Ce n'était pas une confiance totale, mais une suspension du doute, momentanée, née de cette scène simple et inattendue. Après le petit déjeuner, Claire proposa de l'emmener en voiture jusqu'à sa voiture pour récupérer ses affaires et peut-être son téléphone. Il accepta. Sur le chemin, il resta silencieux, regardant le paysage détrempé défiler derrière la vitre. Quand ils arrivèrent au virage qu'il avait décrit, Claire vit effectivement un véhicule gris sombre, à demi embourbé sur le bas-côté. Elle se gara, et Antoine descendit rapidement. Il récupéra un sac de sport dans le coffre et jeta un regard autour de lui, nerveux, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un. Claire n'en dit rien, mais l'observa longuement. Il avait beau jouer la carte de la simplicité, chaque détail semblait soigneusement contenu. Lorsqu'ils reprirent la route, elle tenta une nouvelle approche. « Vous habitez à Paris ?» Il tourna la tête vers elle, surpris qu'elle devine. « Oui, enfin, j'y vis en quelque sorte. » « Et vous, vous êtes ici depuis longtemps ?» Elle répondit avec un sourire fatigué. « Depuis toujours. Je suis née à Annecy. J'ai vécu ailleurs quelques années, mais je suis revenue pour élever Louis. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on fait ce qu'on peut. » Il hocha la tête, pensif. « J'imagine que c'est un bon endroit pour un enfant, plus sain que Paris en tout cas. Ça, c'est sûr, même si ça ne paie pas les factures. » Elle regrettait aussitôt cette remarque. Il n'avait pas besoin de savoir ça. Pourtant, il ne réagit pas. Au contraire, il regarda devant lui, le visage fermé. « Et votre travail ?»
Vous aimez ce que vous faites? J'aime les gens, répondit-elle après une pause. Mais parfois on donne beaucoup sans recevoir grand-chose en retour. Antoine ne répondit pas. Lorsqu'ils revinrent à la maison, il proposa de l'aider à empiler du bois pour le poêle. Claire accepta, curieuse de le voir à l'œuvre. Malgré une maladresse évidente, il tenait les bûches comme un citadin manipulant un outil inconnu. Il s'appliqua, transpirant sous le pull qu'elle lui avait prêté. En fin d'après-midi, alors que Louis faisait la sieste et que la pluie avait cessé, Claire se permit enfin une question plus directe. « Antoine, vous avez dit que vous étiez à la recherche d'un peu d'aide cette nuit, mais vous n'avez jamais précisé d'où vous veniez vraiment, ni ce que vous faisiez exactement. Vous comprenez que pour une femme seule avec un enfant, ce genre de détail a son importance. » Il sembla peser ses mots avant de répondre. « Je comprends. C'est juste que, ces derniers temps, j'avais besoin de disparaître un peu, de souffler. Je suis, disons, dans le domaine de la finance. Je travaille trop. Je vis trop vite. J'ai pris la voiture un soir, sans but précis, juste pour rouler loin de tout. Sans prévenir personne, demanda-t-elle surprise. C'est compliqué, mais je ne suis pas dangereux, Claire. Je vous le promets. Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence retomba dans la pièce, un silence plein de choses non dites. Elle le regarda longuement. Il ne fuyait pas son regard, mais s'y accrochait avec une intensité étrange, comme si ce face-à-face était pour lui plus important qu'il n'y paraissait. Ce soir-là, alors que Louis dormait encore profondément et que les montagnes redevenaient invisibles dans la brume, Claire éteignit les lumières une à une, s'arrêtant à la dernière pour observer Antoine qui lisait un vieux livre qu'elle gardait sur une étagère. Un homme comme lui, en pleine campagne, sans téléphone, sans plan, avec des chaussures qui valaient plus que son loyer. Cela n'avait aucun sens, mais elle n'avait pas encore trouvé ce qui clochait exactement. Seulement l'intuition que tout cela, tôt ou tard, allait bouleverser sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Le lendemain matin, le ciel au-dessus d'Annecy s'était dégagé. Les sommets des montagnes, recouverts de neige fraîche, semblaient flotter au-dessus de la vallée encore humide de la veille. Claire préparait le petit déjeuner pendant que Louis jouait avec ses petites voitures près du poêle. Antoine, plus silencieux que jamais, était assis à la table, les mains croisées devant une tasse de café noir. Il portait à présent ses propres vêtements, récupérés la veille dans son sac. Un pull en cachemire bleu nuit et un pantalon gris impeccable qui avait séché pendant la nuit. Claire l'observait en silence. L'image qu'il renvoyait tranchait nettement avec la modestie de sa maison. Il avait beau tenter de se fondre dans le décor, chaque geste trahissait une éducation raffinée, un confort auquel il était habitué. Même sa manière de tenir sa tasse, de plier la serviette, de remercier, tout sonnait avec une précision presque étudiée. Ce matin-là, la lumière matinale illuminait son visage marqué par la fatigue, mais aussi par une certaine tension sous-jacente. Elle s'interrogeait. L'homme disait venir de Paris, travailler dans la finance, vouloir simplement souffler, mais il gardait les contours de son identité dans un flou dérangeant. Pas de détails personnels, pas de nom d'entreprise, pas de contact à appeler. Depuis qu'il était arrivé, Antoine avait tout fait pour ne rien dire d'important sur lui-même, et plus il parlait de choses générales, plus son silence devenait assourdissant. Après avoir rangé la cuisine, Claire proposa une promenade dans le hameau voisin. Louis insista pour venir. Ils marchèrent tous les trois dans les sentiers détrempés, entre les murs de pierre des maisons anciennes, saluant les rares passants croisés en chemin. Antoine semblait fasciné par les lieux, posant des questions sur les saisons, la vie locale, les métiers des habitants. Ses mots étaient choisis, sa voix posée, mais toujours prudente, comme s'il redoutait de se dévoiler. « Vous posez beaucoup de questions, fit remarquer Claire, à demi souriante. « C'est ma nature, répondit-il calmement. J'ai toujours observé les gens, les lieux. C'est ce que je fais. J'essaie de comprendre. Mais on ne vous comprend pas, vous. Pas vraiment. » Il tourna les yeux vers elle. Il n'y avait ni colère ni ironie dans son regard, seulement une gêne perceptible. Elle avait dit tout haut ce qu'il avait probablement entendu bien des fois, mais jamais dans un ton aussi direct. Antoine détourna les yeux et ne répondit pas. En passant devant la petite boulangerie du village, Louis réclama une brioche. Claire entra avec lui, laissant Antoine attendre dehors. En revenant, elle le trouva debout près d'un panneau communautaire, les yeux fixés sur une vieille affiche annonçant une fête du village datant de plusieurs semaines. Mais ce n'était pas l'affiche qu'il lisait. Son regard était ailleurs, perdu, comme s'il guettait quelque chose au loin.
Sur le chemin du retour, ils passèrent devant l'église. Claire s'arrêta pour observer les montagnes. « Vous avez dit que vous travailliez dans la finance, lança-t-elle. Mais quel genre exactement? Banque? Investissement? » Il répondit après une pause. « J'ai géré plusieurs portefeuilles d'investissement. Des sociétés, des actifs privés, des projets à long terme. Ce genre de choses. Et vous gérez ça seul? » « Non, c'est un groupe familial. Mon père l'a fondé. Moi, je l'ai transformé. » Ce « c'était » avait sonné différemment. Claire le releva intérieurement. Elle décida de ne pas creuser davantage pour l'instant. À leur retour, Louis monta dans sa chambre pour jouer. Antoine proposa de l'aider à porter du bois. Claire accepta, curieuse de le voir à l'œuvre à nouveau. Cette fois, il s'en sortait un peu mieux, comme s'il apprenait à être utile autrement que par des conseils ou des signatures. L'après-midi passa lentement. Claire s'occupait de ses papiers dans la cuisine, tandis qu'Antoine lisait un livre trouvé sur l'étagère, un vieux roman français jauni par le temps. Il tournait les pages lentement, comme s'il lisait vraiment, mais elle doutait qu'il ait l'esprit à cela. À plusieurs reprises, elle le surprit à regarder par la fenêtre, le regard figé, le corps tendu, comme s'il s'attendait à entendre un bruit, voir surgir quelque chose du chemin. Au moment de préparer le dîner, Claire remarqua une chose étrange. Sur le bord de la table, Antoine avait posé son téléphone, retrouvé dans la voiture. L'appareil était éteint, ou en tout cas semblait l'être. Aucun signal de chargement, aucun clignotement, rien. Pourtant, il le gardait près de lui comme une extension vitale. Elle n'en parla pas immédiatement, mais nota l'information. Plus tard, pendant qu'elle faisait la vaisselle, Antoine entra dans la cuisine. « Vous avez une belle maison, » dit-il doucement. « Simple. Vrai. » Claire haussa les épaules. « Elle est vieille. Tout y grince. L'isolation est mauvaise. Et l'électricité saute dès qu'il y a trop de vent. Peut-être. Mais elle a une âme. » Ce mot « âme » résonna différemment dans la bouche d'un homme aussi réservé. Elle se retourna vers lui, les mains encore mouillées. « Vous n'êtes pas habitué à ça, hein? Le silence, les maisons bancales, les petits déjeuners sans or argenté, les enfants qui parlent sans filtre. » Il esquissa un sourire. « Non, je ne le suis pas, mais j'apprends, et je me rends compte que j'en avais besoin. » Claire s'essuya les mains, s'appuya contre le rebord de l'évier. « Pourquoi moi, Antoine? Pourquoi ici? Pourquoi frapper à cette porte et pas continuer votre route ?» Il sembla pris de court. Ce n'était pas une question qu'il pouvait éluder. Il hésita longuement, puis répondit « Je ne cherchais pas une maison, je fuyais, et je suis tombé sur vous. C'est tout. » Mais Claire ne crut pas à cette simplicité. Elle sentait dans ses yeux, dans la tension de sa mâchoire, qu'il n'avait pas tout dit. Il y avait une part de calcul dans ses silences, dans ses gestes mesurés. Elle sentait que quelque chose le rongeait, un passé ou une vérité qu'il n'osait pas formuler. Ce soir-là, après avoir couché Louis, elle sortit discrètement dans le jardin pour fumer une cigarette, une habitude qu'elle ne reprenait que dans les moments de doute. Elle leva les yeux vers les étoiles, à demi cachées par les nuages. La fraîcheur de la nuit s'était installée, et là, dans l'ombre, elle vit Antoine. Il ne dormait pas. Il était assis sur les marches du perron, en silence, les coudes sur les genoux, les mains croisées. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle doucement. « Pas encore. Vous avez peur qu'on vous trouve ?» Il se tourna vers elle. Il n'eut aucun sursaut, juste un regard long et direct. « Non, pas peur. Mais je sais que ça arrivera. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il venait de dire bien plus qu'il ne l'avait voulu. Et soudain, le silence redevint lourd. Non pas à cause d'un mystère irréel ou d'un danger abstrait, mais parce qu'il était clair que cet homme, avec ses chaussures de luxe et son air de fugueur poli, n'était pas venu là par hasard. Quelque chose, ou quelqu'un, le poursuivait. Et dans cette maison de montagne, il cherchait peut-être un dernier refuge avant que tout ne bascule. Les jours suivants s'étirèrent dans un équilibre fragile. Antoine restait discret, presque effacé, aidant Claire dans de petites tâches du quotidien sans jamais trop s'imposer. Il réparait une étagère branlante, portait du bois, lavait la vaisselle après les repas. Louis, lui, s'était rapidement attaché à cet adulte silencieux mais attentif, lui posant sans cesse des questions et partageant ses histoires comme s'ils étaient amis de longue date. Claire observait tout cela avec une attention accrue. L'attitude d'Antoine, ses gestes toujours mesurés, sa capacité à se rendre utile sans jamais paraître déplacé, tout en lui semblait parfaitement calculé.
Mais malgré cette surface paisible, Claire n'arrivait pas à ignorer le malaise qui s'infiltrait dans ses pensées chaque fois qu'elle tentait d'en savoir davantage. Les informations qu'il partageait restaient vagues, souvent anecdotiques, sans attache concrète. Il ne parlait jamais de sa famille, de ses collègues, ni d'aucune relation extérieure à cette maison. Et plus encore, son nom, Antoine Lefebvre, sonnait si commun qu'il paraissait presque inventé. Un nom de couverture, une façade polie, derrière laquelle il dissimulait quelque chose de plus dense. Un matin, alors qu'il était sorti faire un tour dans le bois avoisinant avec Louis, Claire profita de l'occasion pour vérifier discrètement son téléphone qu'il avait laissé sur la table du salon. L'appareil était verrouillé, bien sûr, mais ce qui l'intrigua, c'est qu'il semblait toujours éteint, ou du moins sans aucune activité visible. Pas de notification, pas d'appel manqué, pas même un fond d'écran personnalisé. Elle le reposa à sa place, plus troublé encore. Un homme moderne de Paris dans le domaine financier, avec un téléphone aussi silencieux, cela ne cadrait pas. Elle décida alors de passer un coup de fil à l'un des garages de la région. Elle expliqua qu'un certain Antoine Lefebvre avait eu un accident de voiture non loin de là et qu'il avait mentionné vouloir faire appel à eux. Le garagiste réfléchit un moment, puis répondit qu'aucune demande récente à ce nom n'avait été enregistrée. Elle tenta un second garage, même réponse, puis un troisième. Personne ne connaissait cet homme. Personne n'avait reçu d'appel. Il ne s'était enregistré nulle part, ni pour une assistance, ni pour un hébergement temporaire, ni même pour un dépannage routier. Et sa voiture, coincée au bord de la route, n'avait pas bougé depuis qu'elle l'avait vu. Le doute se transforma en méfiance. Ce n'était plus une impression fugace, mais une certitude qui s'installait lentement. Antoine n'était pas simplement en fuite d'un quotidien stressant. Il cachait délibérément quelque chose. Une fuite volontaire, certes, mais d'un monde dont il ne voulait même pas évoquer les contours. Elle se demanda alors s'il était possible qu'il soit recherché, impliqué dans une affaire judiciaire, ou pire. Le soir, lorsqu'il revint avec Louis, les joues rouges d'avoir couru sous le vent froid, Claire fit semblant de sourire. Elle voulait l'observer davantage, le pousser dans ses retranchements. Pendant le dîner, elle tenta un jeu. « Dis-moi, Antoine, si je cherchais ton nom dans un moteur de recherche, je trouverais quoi? Une interview? Une photo? Des articles économiques? Ou bien rien du tout ?» Il s'interrompit une seconde, juste le temps de comprendre que la question n'était pas anodine. Il répondit calmement, sans détourner les yeux. « Probablement pas grand-chose. Je ne suis pas du genre à me montrer. J'ai toujours évité la lumière. C'est plus simple ainsi. » Claire hocha la tête, sans insister, mais son esprit bouillonnait. Le lendemain, profitant de la sieste de Louis, elle se rendit dans la bibliothèque municipale. Elle y utilisa l'un des vieux ordinateurs pour faire une recherche approfondie. Elle tapa « Antoine Lefebvre » dans plusieurs bases de données, dans des archives de presse, des réseaux professionnels. Le nom apparaissait bien sûr, mais toujours rattaché à d'autres hommes, d'autres villes, d'autres métiers. Aucun visage ne correspondait à celui qu'elle hébergeait depuis maintenant plusieurs jours. Elle tenta des variantes « Antoine Lefebvre Finance »,« Antoine Lefebvre Paris », même « Lefebvre Investissement ». Toujours rien de probant. Elle utilisa ensuite des descriptions physiques, des mots-clés liés aux chaussures qu'il portait, à la marque du manteau qu'il avait lorsqu'il était arrivé. Ce furent ces derniers éléments qui éveillèrent un premier soupçon plus sérieux. Un article, vieux de quelques mois, publié dans un magazine économique parisien, évoquait une réunion d'investisseurs privés dans un hôtel de luxe du 8e arrondissement. Une photo floue accompagnait le texte. Plusieurs hommes en costume, réunis autour d'une table, et là, en arrière-plan, un visage qu'elle reconnut immédiatement. Antoine, ou du moins celui qu'elle connaissait sous ce nom, mais il était mentionné sous un autre prénom. L'article ne le citait pas, mais la légende de la photo désignait les figures connues présentes. Antoine n'en faisait pas partie officiellement. Un homme en retrait, non identifié, un invité dont la présence n'avait pas été enregistrée publiquement. Claire imprima la page, la glissa dans son sac, puis rentra chez elle. Pendant le trajet, ses pensées s'enchaînaient sans répit. Que faisait-il à cette réunion? Pourquoi se cacher derrière un nom aussi banal? Et pourquoi venir précisément dans ce village perdu, frapper à sa porte? Elle avait besoin de réponses. Ce n'était plus une curiosité personnelle, mais une nécessité, une protection pour elle et pour son fils. Elle décida d'attendre la nuit. Après avoir couché Louis, elle trouva Antoine dans le salon en train de lire.
Elle s'assit en face de lui, le regard fixé. « J'ai une question simple, Antoine, et j'aimerais une réponse honnête. Est-ce que Antoine Lefebvre est votre vrai nom ?» Il releva la tête lentement. Il comprit immédiatement que le ton avait changé, qu'elle ne jouait plus. « Pourquoi me demander ça maintenant ?»« Parce que je suis allé chercher, et je n'ai rien trouvé, sauf une photo, une seule. Et vous étiez dessus, dans un lieu que vous avez omis de mentionner. » Il resta silencieux un moment, puis il posa le livre sur la table. « Ce n'est pas mon nom complet, non. Mais ce n'est pas un mensonge. C'est une version simplifiée, une façon de passer inaperçue. Vous êtes recherché? Non. Vous fuyez la police? Une entreprise? Quelqu'un? Je fuis une vie que je n'ai pas choisie. Une pression, un rôle, une étiquette. Je ne peux pas vous en dire plus. Pas encore. » Claire serra les poings. « Alors vous comprenez que tant que je n'ai pas la vérité, vous ne restez pas ici. Je ne peux pas protéger Louis dans l'ignorance. » Il acquiesça lentement. Pour la première fois, il sembla vraiment abattu. « Je comprends. Demain, je partirai. » Elle se leva sans un mot, monta les escaliers et ferma sa porte à clé. Elle resta éveillée longtemps cette nuit-là, le cœur battant, envahie par la peur de ce qu'elle ne savait toujours pas. Et pourtant, une part d'elle, enfouie et réticente, ne voulait pas le voir partir, parce qu'elle avait perçu au-delà du secret une faille sincère. Mais cette faille suffisait-elle à effacer l'ombre qui grandissait autour de lui? La maison dormait. Les couloirs baignaient dans l'obscurité, et le seul son perceptible était celui du vent frottant les volets avec régularité. Claire avait mis des heures à trouver le sommeil, malgré l'épuisement. Le poids des révélations récentes, des doutes persistants et du malaise grandissant la tenaillaient encore. Louis dormait profondément, insensible à l'orage émotionnel qui bourdonnait dans l'esprit de sa mère. Antoine, quant à lui, avait regagné le canapé du salon sans un mot, acceptant le verdict de Claire comme une sentence logique. Il avait promis de partir au matin et il n'avait pas tenté de négocier. Ce silence avait rendu son départ encore plus lourd. À 3 heures du matin, Claire se réveilla en sursaut. Elle n'avait pas entendu de bruit distinct, mais une intuition la poussa à sortir de son lit. Pieds nus, elle ouvrit la porte de sa chambre et tendit l'oreille. Rien, au début. Puis un murmure. Une voix basse, étouffée, venant de l'extérieur. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau, mais ne vit rien. La voix s'interrompit, puis reprit. Elle comprit alors qu'Antoine était dehors, dans le jardin, au téléphone. Elle descendit lentement les escaliers, veillant à ne pas réveiller Louis. La porte d'entrée était entr'ouverte. Elle franchit le seuil sans bruit et se dissimula derrière le mur, juste à côté de la véranda. De là, elle pouvait entendre clairement la voix d'Antoine, tendue, presque chuchotée, mais audible. « Non, je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment. Pas encore. J'ai besoin de quelques jours de plus. Oui, je sais que c'est risqué, mais je dois gérer ça autrement. Les chiffres, ils sont prêts. Le conseil peut attendre. Je ne suis pas à Paris et je ne reviendrai pas tout de suite. Non, je ne veux pas qu'il me retrouve. » Il fit une pause. Claire pouvait presque entendre la réponse, tant l'échange semblait intense. « Je t'ai demandé de ne pas m'appeler. J'ai laissé ce téléphone allumé uniquement pour toi, alors arrête d'insister. » Encore un silence, puis une phrase plus grave, presque menaçante dans le ton. « S'ils envoient quelqu'un ici, je ne garantis pas ma réaction. J'ai dit que je voulais du temps. C'est moi qui décide de quand je reviens. » Il raccrocha aussitôt. Claire recula d'un pas, mais son mouvement fut trop rapide. Une latte de bois craqua sous son pied. Antoine se retourna brusquement. Dans l'ombre, il vit sa silhouette figée, les bras croisés. « Tu m'espionnes maintenant ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Non, je t'ai entendu. Tu as laissé la porte ouverte. Tu parlais anglais, de chiffres, de conseils, de quelqu'un que tu ne veux pas revoir. Qui sont-ils, Antoine? Pourquoi tu es vraiment ici ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il fixait le sol, le téléphone encore à la main. Puis, lentement, il s'approcha sans agressivité, mais avec une tension visible dans les épaules. « Tu veux vraiment savoir? Très bien. Ce que je t'ai dit était vrai, en partie. Mon nom est bien Antoine. Mon père a fondé un groupe financier qui gère plusieurs milliards d'euros d'actifs. J'ai repris une partie des activités. J'ai grandi dans un monde de chiffres, de pouvoir, de mensonges et de rapports trimestriels. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans le bruit des marchés et le silence des dîners de gala. » Il fit une pause. Sa voix tremblait légèrement. « Mais ce monde-là, il m'a broyé.
Ils veulent que je devienne comme lui. Un gestionnaire sans scrupules, un homme sans vie personnelle, sans erreur, sans émotion. J'ai refusé. J'ai claqué la porte après une réunion où on m'a présenté un plan d'expansion qui allait ruiner des centaines de petites entreprises. J'ai dit non. Et depuis, je suis devenu un problème à gérer. Claire croisa les bras plus fort. Et pourquoi venir ici? Pourquoi frapper à ma porte comme si tu t'étais perdu par hasard? Ce n'était pas prévu. Je roulais sans destination. J'ai pris cette route parce qu'elle m'éloignait de tout. Quand ma voiture a glissé, j'ai cru que c'était la fin. Puis j'ai vu ta maison. J'ai vu de la lumière. Et j'ai frappé. C'est tout. Ce n'était pas un plan, pas un mensonge. Elle le fixait, incrédule. Tu penses que je vais te croire sur parole? Tu arrives ici, tu caches tout, tu disparais du monde, et maintenant tu dis que tu veux juste respirer? Pourquoi ne pas avoir dit la vérité dès le début? Parce que je ne voulais pas que tu me regardes comme eux, comme un homme de pouvoir, comme quelqu'un à qui on dit oui parce qu'il signe les chèques. Ici, personne ne me connaît. Et pendant quelques jours, j'ai cru que je pouvais être simplement Antoine. Rien d'autre. Claire soupira, écœurée. Tu as menti par omission. Tu as protégé ta petite bulle. Mais moi, et Louis, tu n'as pas pensé une seconde à ce que tu nous imposais? Je n'ai rien imposé. J'ai demandé l'hospitalité, et je l'ai reçue. J'en suis reconnaissant. Mais je ne voulais pas t'impliquer dans tout ça. Trop tard, répondit-elle sèchement. Tu l'as déjà fait. Elle retourna dans la maison, claqua doucement la porte derrière elle et monta directement dans sa chambre. Elle n'avait plus peur. Elle avait dépassé ce stade. Mais elle se sentait trahie, non pas parce qu'il était riche, influent ou même fugitif à sa façon, mais parce qu'il avait joué à l'homme ordinaire alors qu'il portait en lui une complexité qu'il refusait de partager. Elle avait ouvert sa maison à un inconnu, et cet inconnu avait soigneusement choisi de rester flou, même lorsqu'elle avait tenté de l'aider sincèrement. Dans le salon, Antoine resta debout un long moment. Il tenait toujours son téléphone éteint dans la main. Ce soir-là, il savait qu'il avait franchi une ligne, et que la confiance de Claire, si durement acquise, venait de se briser. Le silence revint dans la maison, un silence bien différent de celui des nuits précédentes. Ce n'était plus celui du mystère, de l'attente ou de la gêne. C'était un silence chargé, un silence de rupture. Antoine dormit peu. Il resta assis près du feu jusqu'à l'aube. À chaque crépitement, il pensait à ce qu'il avait perdu. Pas sa place dans l'entreprise, pas sa réputation, mais quelque chose de bien plus rare, la possibilité de commencer ailleurs, autrement, avec quelqu'un qu'il avait regardé sans intérêt, sans calcul. Une chance qui, désormais, semblait compromise. Le lendemain, Claire se réveilla avec la sensation d'avoir passé la nuit à lutter contre des vagues invisibles. Son sommeil avait été haché, peuplé d'images confuses où se mêlèrent les yeux d'Antoine, la pluie battante et des téléphones qui sonnaient sans fin. À son réveil, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle descendit sans bruit, en pensant trouver Antoine parti ou du moins prêt à faire ses bagages. Mais il était encore là, assis à la table de la cuisine, les coudes posés sur le bois, un café tiède devant lui. Il n'avait pas changé de vêtements depuis la veille. Il semblait figé dans une attente qu'il n'arrivait pas lui-même à définir. Claire ne dit rien. Elle prépara le petit déjeuner pour Louis, puis pour elle. Chaque geste était mécanique, maîtrisé, comme si parler aurait donné une forme plus concrète à la tension qui les entourait. Louis descendit peu après, tout sourire, ignorant tout du poids qui flottait dans l'air. Il se précipita vers Antoine comme si de rien n'était, s'installant à côté de lui, lui montrant un dessin fait la veille. Antoine esquissa un sourire, sincère mais fragile. Claire l'observa à la dérobée sans mots, mais chaque mouvement de son invité résonnait comme une question. Après le petit déjeuner, Antoine proposa d'aider à réparer un tuyau sous l'évier de la cuisine qui fuyait depuis plusieurs jours. Claire accepta. Ce n'était pas le genre d'aide qu'elle refusait, et ce silence actif valait mieux que les paroles maladroites. Il se mit à genoux, torche à la main, pendant qu'elle lui tendait les outils. Ils travaillaient ensemble sans échanger un mot de plus que nécessaire. À l'extérieur, le vent s'était levé, secouant les branches. Puis, sans avertissement, un bruit de moteur rompit la quiétude. Une voiture approchait. Claire s'approcha de la fenêtre, surprise. Très peu de gens empruntaient cette route en semaine, surtout aussitôt. Elle vit alors un véhicule noir, aux vitres teintées, se garer juste devant la maison. 2 hommes en costume en sortirent. Ils n'étaient pas là pour des fleurs. Ils avaient l'air sûrs d'eux, pressés, leur démarche calculée.
Le cœur de Claire se serra. Elle recula d'un pas, se tourna vers Antoine qui, dès qu'il perçut l'inquiétude dans son regard, comprit. Il se leva d'un bond, effaçant toute trace de fatigue. Il était redevenu un autre homme en une seconde. « Tu les connais » murmura-t-elle. « Oui. » Il s'essuya les mains, se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit avant même qu'on ne frappe. Les deux hommes s'arrêtèrent sur le perron. Le plus grand parla en premier. « Monsieur Lefebvre, vous êtes difficile à localiser. Je vous avais demandé de me laisser quelques jours, » répondit Antoine d'un ton glacial. « Le conseil s'impatiente. Vous savez que votre absence complique tout. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai plus envie de jouer à votre jeu. » L'autre homme s'interposa. « Ce n'est pas un jeu. Vous êtes attendu à Genève ce soir. Votre signature est indispensable. » Antoine croisa les bras puis jeta un œil vers l'intérieur, là où Claire, toujours à distance, le fixait. « Je ne partirai pas aujourd'hui, ni ce soir, ni pour Genève. Vous pouvez le dire à qui vous voulez. C'est une erreur. Vous vous mettez à dos toute la direction. » « Parfait. Qu'ils s'y habituent. » Les deux hommes se regardèrent, puis l'un d'eux sortit un téléphone, prit une photo discrète de la maison et de la voiture garée à proximité, puis s'éloigna sans un mot. Ils repartirent aussi vite qu'ils étaient arrivés, laissant derrière eux un nuage de tension. Claire referma la porte, le cœur battant à tout rompre. Qui étaient ces hommes exactement? Des membres du conseil de direction. Ils sont venus vérifier si j'étais bien ici. Maintenant, ils savent, mais je leur ai dit ce qu'ils devaient entendre. Tu les as envoyés promener, mais pour combien de temps? Antoine ne répondit pas. Il s'assit à nouveau dos à la fenêtre, comme s'il venait d'absorber un choc. Claire s'approcha lentement. Tu m'as dit que tu n'étais pas en fuite, mais on ne vient pas te chercher comme ça juste parce que tu rates une réunion. Ce n'est pas une fuite légale, c'est une guerre de pouvoir. J'étais censé devenir le président du groupe, mais j'ai refusé de signer un accord qu'il préparait en secret. J'ai fait fuiter une partie des documents à un avocat de confiance. Je pensais qu'il me laisserait tranquille. Je me suis trompé. Claire secoua la tête. Tu t'es trompé sur beaucoup de choses. Et maintenant, c'est chez moi que ça vient frapper à la porte. Il leva les yeux vers elle. Sincèrement désolé. Je partirai. Ce soir. Je ne peux plus te mêler à ça. Mais ce n'était pas aussi simple. Dans les heures qui suivirent, Claire sentit naître en elle un sentiment inattendu. Une colère, oui, mais aussi une inquiétude croissante. Non pas pour elle, mais pour lui. Elle le vit ce jour-là différemment. Plus qu'un homme en fuite, il était un homme en rupture, un homme fatigué de tout ce qu'on attendait de lui. Son refus n'était pas une simple crise existentielle, c'était une fracture profonde. Et même s'il avait menti, même s'il s'était présenté à elle sous un faux jour, il n'avait jamais tenté de profiter de sa confiance autrement qu'en cherchant un abri, un répit, un fragment de normalité. Le soir venu, il rangea ses affaires dans son sac. Claire le regardait faire, le cœur serré. Louis, ignorant encore tout, demanda à Antoine s'il pouvait rester pour la nuit, juste une de plus. Antoine hésita, puis lui promit qu'il reviendrait bientôt. Il lui caressa les cheveux, posa un baiser sur son front. Claire détourna le regard. Quand la voiture d'Antoine s'éloigna sur le chemin boueux, ses phares s'éteignant lentement dans la nuit, Claire sentit un vide s'installer dans la maison. Un vide différent de celui que son ex-mari avait laissé. Celui-ci n'était pas fait d'abandon, mais de questions sans réponse, de moments suspendus, et surtout d'un attachement qu'elle n'avait pas vu venir. Elle resta debout longtemps après son départ, à fixer la porte, à écouter le silence. Un silence désormais peuplé de souvenirs récents, de regards échangés, de promesses à peine formulées. Il était parti, mais elle savait au fond d'elle que cette histoire-là n'était pas terminée. Car Antoine n'était pas seulement entré chez elle, il était entré dans sa vie, et la trace qu'il laissait derrière lui, même en disparaissant, refusait de s'effacer. Le lendemain de son départ, la maison semblait étrangère. Claire se réveilla dans un silence plus épais que d'ordinaire. Il n'y avait pas de pas dans l'escalier, pas de frôlement discret dans la cuisine, pas de voix grave remerciant pour le café. Tout était revenu à l'ordre normal, à cette solitude familière qu'elle avait appris à apprivoiser après son divorce. Pourtant, rien ne paraissait réellement en place. Louis, quant à lui, posa dès le matin une question qui trahit son trouble. « Antoine est déjà parti en mission ?» Claire hésita avant de répondre. « Il a dû repartir, oui, mais il a dit qu'il reviendrait bientôt. Il reviendra vraiment ? Ou c'est comme papa qui disait ça aussi ?» Cette phrase resta suspendue dans l'air. Claire s'agenouilla devant son fils, le regarda droit dans les yeux,
puis lui répondit sans détour « Je ne sais pas, Louis, mais je pense qu'il voulait vraiment revenir. On verra. » Le petit garçon accepta cette réponse sans insister. Il avait déjà appris, malgré son jeune âge, que les adultes promettaient souvent plus qu'ils ne pouvaient offrir. Les jours suivants furent marqués par une étrange inertie. Claire reprit son travail, fit les courses, accompagna Louis à l'école. Mais chaque soir en rentrant, elle sentait le poids de l'absence. Ce n'était pas l'absence d'un amour établi, d'une histoire construite sur le temps. C'était autre chose. L'impression que quelque chose avait commencé et avait été interrompu avant même d'avoir pu prendre forme. Elle revivait certaines scènes en boucle, les silences d'Antoine, ses regards parfois fuyants, les gestes qu'il posait quand il croyait ne pas être observé. Elle se rappelait sa manière d'écouter Louis, de se pencher pour comprendre un dessin, de rire, rarement mais sincèrement. Elle se souvenait aussi de son regard au moment de partir. Un regard qui n'était pas celui d'un homme en fuite, mais d'un homme contraint, écartelé entre deux mondes qu'il ne maîtrisait plus. 3 jours après son départ, alors qu'elle rangeait le tiroir du meuble de l'entrée à la recherche d'une facture égarée, elle découvrit quelque chose qu'il avait laissé. Une feuille pliée en 4, glissée sous une enveloppe anodine. C'était une lettre, écrite à la main, sobre, directe. Elle la lut debout, les doigts tremblants. « Claire, je suis parti pour ne pas compliquer davantage ta vie. Je ne voulais pas que ma présence mette ton équilibre en danger. Tu as bâti quelque chose de fort avec peu de moyens. Tu es bien plus solide que tu ne le crois. Et tu n'as besoin de personne pour t'en sortir. Mais j'ai compris que parfois, être fort ne suffit pas. Parfois, il faut aussi apprendre à se laisser aider. Même si on a été trahi, blessé ou abandonné, j'ai laissé un document que tu trouveras dans la pochette grise de mon sac. Il est à ton nom. Il contient la preuve d'un virement que j'ai effectué. Une somme suffisante pour couvrir les arriérés de ta maison. Je n'attends rien en retour. Considère-le comme une dette morale, pas financière. J'ai reçu ici quelque chose que l'argent n'a jamais pu m'offrir. Un moment de paix. Je ne sais pas encore où je vais. Peut-être que je reviendrai. Peut-être que je ne pourrai pas. Mais sache que tu as compté plus que tu ne l'imagines. Et que si je deviens un homme meilleur, ce sera en partie grâce à toi. » Ah. Claire relut la lettre plusieurs fois, puis se précipita vers la chambre d'amis où il avait dormi. Dans la commode, elle retrouva la pochette grise. À l'intérieur, un bordereau de virement. La somme était vertigineuse. Bien au-delà de ce qu'il avait évoqué, bien au-delà du nécessaire pour simplement aider. Avec cet argent, elle pouvait non seulement régler les dettes de la maison, mais aussi envisager des réparations qu'elle reportait depuis des années. Pourtant, au lieu de ressentir de la joie, elle fut saisie d'un mélange de colère et de tristesse. Elle se sentait mise en face d'un choix moral difficile. Accepter l'argent et valider la générosité d'un homme qui avait contourné la vérité, ou le refuser et maintenir une forme d'indépendance qu'elle avait chèrement acquise. Elle passa la nuit suivante à réfléchir. Le lendemain matin, elle se rendit à la banque. Elle demanda à voir un conseiller, montra le bordereau et posa une seule question. « Est-ce que je peux refuser ce virement ?» L'homme, interloqué, consulta l'écran. Techniquement, oui, mais ce serait juridiquement délicat. Le transfert a été fait à votre nom avec les bons justificatifs. Il s'agit d'un don, libre d'usage. C'est légal. Claire sortit de la banque avec un poids sur les épaules. Ce n'était pas l'argent qui la dérangeait, c'était ce qu'il symbolisait. Un lien qu'elle n'avait pas choisi, une forme de dette affective qu'elle ne savait pas comment gérer. Elle décida de ne pas l'utiliser, du moins pas tout de suite. Elle le laissa sur un compte séparé, sans y toucher. Mais une chose en elle avait changé. Elle ne pouvait plus faire semblant que tout cela n'avait été qu'un accident. Antoine n'était pas un simple étranger hébergé par bonté d'âme. Il avait laissé une empreinte. Et cette empreinte, au lieu de s'effacer, devenait de plus en plus nette. Quelques jours plus tard, en revenant du marché, Claire trouva une carte postale glissée sous sa porte. Elle n'était pas signée, mais le style d'écriture ne laissait aucun doute. C'était Antoine. La carte montrait une plage bretonne, vide, sous un ciel gris. Au dos, quelques lignes. « Je suis allé là où le vent me pousse. La mer me rappelle ce que j'ai fui. Le silence ici est plus dur que celui de ta montagne. J'espère que Louis va bien. Je pense souvent à vous deux. » Ah. Elle la posa sur la table de la cuisine. Puis elle s'assit, longtemps, devant. Et pour la première fois depuis des années, elle ne pensa ni aux factures, ni aux horaires du travail, ni aux échéances.
Elle pensa simplement à ce qu'elle voulait vraiment, pas à ce qu'elle devait faire, mais à ce qu'elle espérait, au fond. Et ce qu'elle espérait désormais n'était plus compatible avec la solitude à laquelle elle s'était résignée. Une solitude qu'elle avait choisie pour se protéger, mais qui, maintenant, la protégeait de moins en moins de ce qu'elle ressentait. Ce n'était plus une question de pardon, c'était une question de vérité, et de la possibilité peut-être de la reconstruire à deux. Les jours suivants passèrent dans un calme tendu. Claire reprenait peu à peu ses routines, comme si rien ne s'était réellement passé, comme si Antoine n'avait été qu'un épisode passager, une anomalie dans le cours réglé de son existence. Pourtant, tout dans la maison semblait le trahir. Le coussin qu'il préférait sur le canapé, la pile de bois qu'il avait rangée avec soin, même la manière dont Louis dessinait des personnages qu'il appelait désormais les hommes aux valises, inspirés des histoires qu'Antoine improvisait le soir pour l'endormir. L'absence avait une forme, une densité, et cette densité s'infiltrait dans les gestes les plus simples. Claire n'avait toujours pas touché à l'argent. Elle avait gardé la carte postale dans un tiroir, relue à plusieurs reprises mais jamais relancée. Elle se refusait à franchir le pas du premier message. Une part d'elle-même voulait laisser les choses telles qu'elles étaient, préserver ce fragile équilibre où rien n'était décidé, où le souvenir ne risquait pas d'être terni par une réalité trop lourde. Mais une autre part guettait, chaque jour, un signe nouveau, un appel, une autre lettre, n'importe quoi. Et ce signe arriva, mais sous une forme brutale. Un soir, alors qu'elle venait de coucher Louis, Claire entendit une notification vibrer sur son téléphone. Elle était fatiguée, sa journée avait été longue, mais elle prit l'appareil machinalement. Un message non identifié. Pas de nom, juste un numéro inconnu. Elle l'ouvrit sans méfiance. Ce qu'elle vit la glaça. 3 photos, prises discrètement, sans mise en scène. Sur la première, Antoine, en costume, discutait avec 2 hommes dans une salle vitrée. Sur la deuxième, il apparaissait sur un plateau de conférence, debout derrière un pupitre, manifestement en train de parler à un public important. La dernière montrait une poignée de main avec un autre homme, plus âgé, sous les flashs d'appareils photo. En bas de l'écran, une seule phrase, courte, nette. « Il joue avec toi ». Claire sentit un vide se creuser sous ses pieds. Elle resta assise, le regard rivé à l'écran, les doigts crispés. Les images ne mentaient pas. Elles dataient visiblement d'après son départ. Antoine avait dit qu'il voulait disparaître, qu'il fuyait une vie imposée, qu'il cherchait un ailleurs. Mais ces photos racontaient autre chose. Un homme actif, présent dans les hautes sphères, occupant une place publique. Un homme qui n'avait, en apparence, rien abandonné. Elle relut la phrase plusieurs fois. « Il joue avec toi ». L'idée la heurta comme un coup au ventre. Pendant de longues minutes, elle ne bougea pas. Puis elle se leva, sortit la carte postale du tiroir, la relut avec des yeux différents. Ce que la veille, elle avait pris pour une tentative discrète de garder le lien lui semblait maintenant un écran de fumée. Un moyen de préserver une présence tout en continuant sa vraie vie ailleurs. Une manipulation émotionnelle. Elle attendit que Louis soit profondément endormi, avant de composer le numéro qu'Antoine avait laissé dans ses affaires. Il répondit au bout de 3 sonneries. Sa voix était calme, posée, mais elle perçut immédiatement qu'il ne s'attendait pas à son appel. « Claire, tout va bien ?» Elle ne perdit pas de temps. « J'ai reçu un message, avec des photos, de toi, en conférence, en costume, en train de serrer des mains, et une phrase « Il joue avec toi ». Un silence s'abattit. Puis Antoine répondit lentement « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que je dois croire. Que tu étais au bord de la rupture, à 2 doigts de tout laisser, mais que tu trouves quand même le temps de monter sur des estrades, de signer des accords. Je suis censé avaler ça sans broncher? C'est plus compliqué. J'ai dû retourner brièvement à Paris, pour limiter les dégâts, pour protéger certaines personnes. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien repris. C'était une apparition symbolique, une stratégie pour gagner du temps. Une stratégie? Tu me parles de stratégie alors que moi je t'ai ouvert ma maison, mon quotidien, mon fils. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Je n'ai jamais joué avec toi, Claire. Jamais. Tu as omis des vérités. Tu as organisé ton silence. Et maintenant tu justifies ça par des plans? C'est ça ta sincérité? Ce que tu appelles être vrai? Je ne voulais pas te mêler à mes conflits. Tu avais déjà assez à gérer. Je pensais que c'était mieux ainsi. Tu pensais, toujours toi.
toujours tes décisions, ta logique. Mais moi, je suis censé encaisser et te croire sur parole. » Il y eut une autre pause, puis une voix plus basse. « Je comprends ta colère, et si tu veux que je disparaisse, je le ferai. Mais je te jure que rien de ce que j'ai ressenti avec toi n'était faux. Rien. Tu n'as plus besoin de jurer quoi que ce soit. C'est terminé. Je ne veux plus de demi-vérité. Ni de messages anonymes, ni de photos sorties de nulle part. Je veux du réel. Et toi, tu vis dans un théâtre permanent. Claire, ne m'appelle plus. Je veux que tu respectes ça. Pour Louis et pour moi. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Ses mains tremblaient. Elle posa le téléphone sur la table, puis s'assit, le dos courbé, les yeux perdus dans le vide. Une fatigue nouvelle s'empara d'elle. Pas physique, une fatigue du cœur, du trop plein, du trop peu, du trop tard. Pendant les jours suivants, elle évita de parler d'Antoine à Louis. Elle le vit mentionner son nom 1 ou 2 fois, mais elle détourna doucement la conversation. Elle voulait l'éloigner de tout ça, le protéger de la complexité des adultes. Elle-même ne savait plus comment penser clairement. Elle oscillait entre la douleur d'avoir été peut-être dupée et l'envie tenace de croire que quelque chose dans tout cela avait été vrai. Elle ne supprima pas les photos, ni la carte postale, ni la lettre. Elle les rangea dans une boîte qu'elle glissa au fond d'une étagère, non pas pour oublier, mais pour laisser reposer, pour ne plus avoir à décider sous l'emprise de l'émotion. Mais chaque nuit, dans le silence de sa chambre, les mots revenaient. Ceux de la lettre, ceux du dernier appel, et cette certitude qui refusait de mourir, malgré les non-dits, malgré les erreurs, quelque chose d'authentique avait eu lieu. Et c'est précisément cela qui faisait si mal. Parce que ce n'était pas l'illusion d'un sentiment qui la brisait, mais la possibilité qu'il ait été réel et irréparablement gâché. Le mois de mars apporta avec lui les premiers signes timides du printemps. Dans les rues d'Annecy, les branches nues des arbres commençaient à bourgeonner et les températures, bien qu'encore fraîches, s'adoucissaient lentement. Claire continuait à travailler tous les jours, sillonnant les petites routes de montagne pour rendre visite aux personnes âgées dont elle s'occupait. Malgré ses efforts pour maintenir un rythme stable, la tension ne l'avait jamais vraiment quittée depuis l'appel avec Antoine. Elle avait rangé tous les souvenirs dans une boîte au fond de l'armoire, mais l'idée de lui ne disparaissait pas. Elle avait réussi à contenir ses émotions, à détourner l'attention de Louis, mais pas à se libérer d'un sentiment d'inachevé. Un matin, alors qu'elle sortait de chez un patient, elle trouva une enveloppe pliée dans la boîte aux lettres de la maison. Pas de timbre, pas d'expéditeur. L'adresse était inscrite à la main avec une écriture dure, anguleuse. En ouvrant l'enveloppe, elle découvrit un courrier officiel, signé par un cabinet d'avocats représentant une banque régionale. Elle lut rapidement, puis s'arrêta abasourdie. La maison où elle vivait depuis 7 ans, héritée partiellement de ses parents et rachetée avec l'aide de son ex-mari, faisait l'objet d'une procédure de recouvrement. Un ancien emprunt, contracté avant son divorce, n'avait pas été intégralement remboursé. Des retards accumulés, des pénalités, une série de courriers non reçus ou ignorés par son ex-mari avant de disparaître du paysage. Le document l'informait que sans action immédiate, une procédure de saisie serait engagée dans les 30 jours. Claire s'assit sur le canapé, incapable de bouger. Elle relut le courrier 2-3 fois, espérant avoir mal compris. Mais non, tout était clair et implacable. Elle avait été tenue dans l'ignorance, probablement volontairement, et se retrouvait à présent avec une dette qu'elle n'avait ni les moyens de rembourser, ni le temps de contester. L'argent qu'elle gagnait ne suffisait déjà pas à couvrir les dépenses courantes. L'idée de perdre sa maison, de devoir annoncer à Louis qu'il devrait partir, que tout ce qu'il connaissait allait être arraché, l'étouffait. Elle passa l'après-midi à chercher des solutions. Elle contacta la banque, tenta de négocier, expliqua sa situation. On lui répondit avec politesse que, même si son cas était compréhensible, les procédures étaient déjà lancées et qu'il fallait régulariser rapidement pour éviter une mise en vente judiciaire. Elle appela un avocat recommandé par une collègue qui lui confirma que la dette était juridiquement valide. Le montant était bien dû et il n'existait qu'une seule solution rapide, payer. Ce fut ce soir-là qu'elle retourna chercher la boîte. Elle l'ouvrit lentement, en sortit la carte, la lettre, puis le reçu du virement qu'Antoine avait laissé. Elle resta longtemps à le regarder, posé sur la table, comme si les chiffres allaient s'effacer d'eux-mêmes. Elle savait que cet argent pouvait tout résoudre, que le problème de la maison, les nuits d'angoisse,
la peur de devoir repartir à zéro avec un enfant de 7 ans, tout cela pouvait disparaître en un seul virement. Mais elle savait aussi ce que cela représentait. Accepter cette somme, c'était accepter un lien. Accepter que malgré sa colère, malgré ses doutes, Antoine avait vu juste. Elle avait besoin d'aide. Elle repensa à la lettre, à cette phrase « Tu es bien plus solide que tu ne le crois ». Elle en avait douté toute sa vie, et aujourd'hui elle doutait encore, non pas de sa force mais de son orgueil. Était-elle en train de refuser une main tendue uniquement par fierté, par peur de devoir admettre qu'elle avait eu tort sur lui? Que malgré les photos, malgré les silences, il n'avait jamais cherché à la manipuler. Claire passa une nuit blanche. Elle revint lire la lettre, le bordereau, les relut encore. À l'aube, sans réfléchir davantage, elle prit une décision. Elle se rendit à la banque et demanda un rendez-vous avec le conseiller. Elle donna le document, confirma l'origine du virement. Elle ne donna aucun détail personnel, juste ce qui était nécessaire. En moins d'une heure, la situation fut débloquée. Le dossier fut suspendu. La maison ne serait pas saisie. Elle sortit de la banque en silence. Le soulagement fut immédiat, mais il ne ressemblait pas à une victoire. C'était un apaisement amer, teinté de contradictions. Elle avait protégé son fils, sauvé leur toit. Mais à quel prix? Elle n'avait pas revu Antoine, ni même échangé un mot depuis cette dernière conversation tendue. Elle ignorait s'il avait voulu la tester, la provoquer, ou s'il avait simplement voulu faire ce qu'il estimait juste. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il avait eu un impact qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ce soir-là, Louis lui demanda, une fois de plus, quand Antoine reviendrait. Claire ne répondit pas tout de suite, puis elle s'accroupit près de lui. « Tu sais, parfois, les gens doivent partir longtemps avant de savoir s'ils peuvent revenir. Mais s'il revient, tu lui diras que je veux lui montrer mes nouveaux dessins. Oui, mon cœur, je lui dirai. » Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, qu'il fallait une réponse, un geste, une parole, ne pas rester figée dans la colère ou la fierté. Elle n'était plus celle qu'elle avait été 6 mois plus tôt. Et Antoine non plus, peut-être. La seule manière de le savoir, c'était d'aller à sa rencontre, de chercher cette fois ses propres réponses. Elle sortit la carte postale de Bretagne. L'adresse au dos était celle d'un hôtel discret, situé à la lisière d'une falaise. Elle chercha sur Internet, trouva le site, appela. La réceptionniste lui confirma qu'un certain monsieur Lefebvre y avait séjourné quelques jours, mais qu'il était parti sans laisser de message. Cependant, elle accepta de transmettre une éventuelle lettre si Claire souhaitait en envoyer une. Claire passa 2 jours à rédiger. Elle effaça, recommença, jeta plusieurs brouillons. Finalement, elle écrivit peu, juste assez pour dire qu'elle avait compris, qu'elle ne savait pas ce qu'il espérait, ni ce qu'elle attendait, mais qu'il y avait encore quelque chose entre eux qui méritait d'être clarifié. Elle signa sans formule pompeuse, juste son prénom, et une phrase, simple, presque fragile. « Je suis prête à entendre la suite si tu l'es aussi. » Elle posta la lettre sans attendre de réponse immédiate. Ce n'était pas une supplique, ni une tentative désespérée. C'était un pas, un seul, mais c'était un pas vers lui. Et peut-être un pas vers elle-même, vers une version d'elle qui n'aurait plus honte d'avoir eu besoin, qui aurait trouvé la force non pas dans le repli, mais dans l'ouverture, dans le choix d'affronter l'inconnu, même après une blessure. Parce que parfois, ce n'est pas l'orgueil qui sauve, c'est le courage de tendre la main là où tout semble perdu. Le train qui roulait en direction de Paris traversait la campagne avec cette régularité presque hypnotique qui ne laissait place à aucune émotion, seulement au temps qui passe. Claire était assise près de la fenêtre, son sac sur les genoux, les mains crispées sur une écharpe trop fine pour vraiment la réchauffer. Cela faisait des semaines qu'elle hésitait à faire ce voyage. Elle avait repoussé l'idée autant qu'elle avait pu, prétextant le travail, l'école de Louis, les dépenses. Mais au fond, ce n'était pas cela qui la retenait. C'était la peur de ce qu'elle pourrait découvrir, et encore plus, celle de ne rien trouver du tout. Elle n'avait reçu aucune réponse à sa lettre, aucun appel, pas un mot. Le silence, depuis l'envoi, était resté total. Elle avait presque fini par croire qu'il l'avait oublié, ou qu'il avait choisi de l'effacer, comme on referme un livre trop lourd à lire. Mais quelque chose, une persistance entêtée, l'avait poussée à ne pas en rester là. Elle n'était pas venue chercher une histoire d'amour, ni un pardon. Elle venait chercher une vérité. Claire avait compris que tant qu'elle ne l'entendrait pas de sa bouche, elle vivrait dans un entre-deux insupportable,
incapable d'aller de l'avant. À son arrivée à Paris, elle se sentit aussitôt étrangère. Le tumulte de la gare, les passants qui bousculaient sans même s'excuser, les taxis qui klaxonnaient déjà trop fort, tout semblait hors de son monde. Elle prit le métro, les yeux fixés sur les panneaux lumineux, les mains enfoncées dans ses poches. Elle avait réussi à obtenir une adresse grâce à une collègue de l'un de ses anciens patients, une avocate qui avait déjà entendu parler d'Antoine Lefèvre dans un contexte professionnel. L'adresse était celle d'un immeuble discret, situé dans le 16e arrondissement, près d'un grand parc. Claire s'arrêta devant la porte. Elle inspira profondément, puis sonna. Une voix féminine, sèche, répondit par l'interphone. « Oui, je cherche Antoine Lefèvre. Il n'est pas là, et il ne reçoit personne sans rendez-vous. » Claire hésita, puis ajouta « Dites-lui que Claire Moreau est là. Il saura. » Il y eut un silence, puis un déclic. La porte s'ouvrit. Claire gravit les marches en silence. L'appartement était situé au 4e étage. Une femme brune, en tailleur, l'attendait devant la porte. Elle la dévisagea brièvement, puis ouvrit, sans un mot. L'intérieur était épuré, lumineux, impersonnel. Un appartement de fonction, pas un lieu de vie. Elle fit signe à Claire de patienter dans un petit salon, puis disparut dans un couloir. Quelques minutes plus tard, Antoine entra. Il n'avait pas changé, mais il avait l'air plus fatigué. Des cernes sous les yeux, le visage tiré, les cheveux légèrement plus longs. Il portait une chemise blanche ouverte au col, sans cravate. Il s'arrêta en la voyant, surpris, presque incrédule. « Claire, je ne pouvais pas rester à attendre. Il fallait que je vienne. » Il hocha la tête, puis s'assit en face d'elle. « Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu. Tu aurais pu, même un mot, un refus, un silence, c'est pire. Je sais, mais je ne savais pas quoi dire. Et tout ici s'est enchaîné trop vite. » Elle le regarda longuement. « Alors dis-moi maintenant, dis-moi ce que tu ne m'as jamais dit. Toute la vérité, pas celle que tu doses, pas celle que tu crois que je peux entendre. La vraie. » Antoine sembla lutter contre lui-même, puis il parla. « Mon père est mort l'année dernière, il dirigeait tout, l'empire financier, les décisions, les stratégies. Il ne déléguait rien, et il m'a toujours vu comme un outil, pas comme un fils. Il m'a élevé pour que je reprenne la machine. Mais je ne suis pas comme lui. J'ai essayé pendant des années de correspondre à son modèle. J'ai sacrifié ma vie personnelle, mes convictions. Et puis j'ai compris que je ne pourrais jamais être cet homme. Quand il est mort, j'ai cru que je serais libre. Mais c'est le contraire. Le conseil d'administration a exigé que je prenne la présidence. J'étais coincé. Et au moment de signer, j'ai fui. » Il baissa les yeux. « Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé sans but, sans plan. Je ne savais pas où j'allais, jusqu'à ta maison, ce n'était pas prévu. Mais dès que je suis entré chez toi, j'ai senti autre chose. Pas de calcul, pas d'attente, juste. La vie, réelle. Et je me suis accroché à ça comme à une bouée. » Claire écoutait sans l'interrompre. Elle n'avait jamais vu cet homme-là. Pas celui des photos, ni celui des silences. Mais un autre, fatigué, sincère, nu de toute protection. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je suis encore en guerre. J'ai refusé la présidence, officiellement. J'ai renoncé à mes parts dans certaines branches de l'entreprise. J'ai transféré mes avoirs vers un fonds éthique. Ma famille ne comprend pas. Ils me traitent de traître, d'ingrat. Mais je ne peux pas continuer à vivre pour une image. Je veux construire autre chose, vraiment autre chose. » Il releva les yeux vers elle. « Ce que j'ai trouvé chez toi, Claire, c'est la seule chose vraie que j'ai vécue depuis longtemps. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une distraction, c'était un réveil. Alors pourquoi t'être tu? Pourquoi ces photos? Pourquoi cette conférence? Je suis revenu à Paris parce que certains dossiers que j'avais laissés en suspens menaçaient des petites structures, des gens qui n'avaient rien à voir avec ma famille. J'ai pris la parole pour freiner une opération. J'ai serré des mains parce qu'il fallait le faire pour qu'on me laisse partir. Je n'ai rien signé. J'ai utilisé leur langage pour m'en extraire. Et je t'ai protégé autant que j'ai pu. J'aurais voulu t'expliquer, mais je savais que tu ne me croirais pas. Et tu avais raison. » C'était dur à croire. Claire se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda Paris sous la lumière grise du soir, puis elle se tourna vers lui. « Ce que je t'ai dit au téléphone, je le pensais. Je ne voulais plus de mensonges. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas un menteur. C'est un homme qui a mis trop de temps à savoir qui il était. » Il se leva à son tour, s'approcha. « Et aujourd'hui,
Je le sais. Ce que je veux, c'est une vie sans jeu, sans masque. Et si tu acceptes encore de m'écouter, de me voir comme je suis prêt à tout recommencer. Pas comme avant, mais vraiment. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait, droit dans les yeux. Ce n'était pas une promesse qu'elle attendait. Ce n'était pas une déclaration. C'était un engagement, une réalité partagée. Et dans ce regard, pour la première fois depuis leur première rencontre, il n'y avait plus de peur. Seulement la possibilité enfin d'un avenir qui ne reposerait plus sur les ruines du passé, mais sur le courage d'avoir tout affronté, ensemble ou séparément, mais sans plus jamais fuir. Les jours qui suivirent leur échange à Paris furent suspendus, faits de silence rempli, de réflexions et d'attentes pesantes. Claire était retournée à Annecy sans réponse claire. Antoine ne lui avait rien promis, ni n'avait fait de déclaration précipitée. Mais il lui avait dit qu'il allait faire ce qu'il fallait, et elle avait lu dans ses yeux que ce qu'il s'apprêtait à faire allait au-delà de leurs deux histoires individuelles. Il devait affronter quelque chose de plus grand, de plus ancien. Il lui avait dit qu'il en avait terminé avec les faux-semblants, et pour la première fois, elle l'avait cru sans hésiter. À son retour, Claire reprit ses activités habituelles. Elle continua à travailler, à déposer Louis à l'école, à gérer la maison. Mais quelque chose avait changé dans sa manière de vivre ses gestes. Elle ne les faisait plus avec cette résignation douloureuse qu'elle portait en elle depuis des années. Elle les faisait avec une forme de présence nouvelle, comme si elle avait accepté que sa vie, aussi modeste soit-elle, avait une valeur qui n'avait jamais dépendu du regard des autres. Une semaine après sa visite à Paris, Claire reçut un message d'une collègue. Court, presque anodin. « Allume la télé, chaîne 24 ». Elle obéit sans comprendre, un peu confuse. Lorsqu'elle alluma l'écran, elle tomba en pleine retransmission d'un événement économique, organisé dans un grand auditorium parisien. Une conférence annuelle où les grands noms de la finance venaient parler de perspectives, de marché, de stratégie globale. Un homme terminait son intervention sous les applaudissements polis du public. Puis un nom s'afficha à l'écran. Antoine Lefèvre, invité exceptionnel. Claire sentit son souffle se bloquer un instant. Elle ne s'attendait pas à le voir là. Il avait dit qu'il voulait tourner la page, qu'il voulait quitter ce monde. Et pourtant, le voilà, sur scène, dans un costume sobre, sans cravate, marchant calmement vers le pupitre. L'auditorium se taisait. Il prit la parole sans lire de notes, la voix posée mais claire, et ses premiers mots surprit tout le monde. « Je suis ici pour dire adieu, pas au métier ni à l'intelligence économique, mais à la façon dont on m'a appris à tout sacrifier au nom du rendement. » Un frémissement parcourut la salle. Claire se rapprocha instinctivement de l'écran, le regard figé. Antoine poursuivit « Mon père m'a élevé dans une logique de conquête. Il croyait que l'argent pouvait tout, qu'il garantissait le respect, la sécurité et la reconnaissance. J'y ai cru aussi pendant trop longtemps. J'ai dirigé des équipes, signé des accords, participé à des stratégies dont je ne suis pas fier. J'ai fermé les yeux sur des conséquences humaines, sur des faillites, sur des vies broyées, parce qu'on m'avait dit que c'était le prix à payer. » Il marqua une pause. Les caméras zoomaient sur son visage. Il n'y avait aucune crispation, seulement une lucidité froide, maîtrisée. « Mais il y a quelques mois, j'ai perdu pied, et j'ai fait ce que peu osent faire dans ce milieu. J'ai disparu, j'ai fui, pas pour me reposer, ni pour me réinventer, mais pour comprendre si j'étais encore capable d'être simplement un homme. Pas un titre, pas une fonction, pas une façade. Juste un homme. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il parlait d'elle sans la nommer. Elle entendait dans chaque mot les traces de ce qu'ils avaient partagé, de ce qu'elle lui avait offert sans le vouloir, un refuge contre le vacarme du monde. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut exister sans dominer, qu'on peut aimer sans posséder, et qu'on peut construire sans écraser. J'ai rencontré une femme qui vit avec peu mais qui donne tout. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a offert un abri, un regard sans jugement, une chance de me taire sans être effacé. Grâce à elle, j'ai appris à me tenir droit, même sans pouvoir. Et c'est ce que je veux faire désormais. Un silence profond régna dans la salle. Les visages filmés par la régie montraient de la stupeur, de l'incompréhension, parfois de la gêne. Un homme dans cet univers-là n'admettait pas ce genre de faiblesse. Antoine n'avait pas seulement quitté la table, il venait de la renverser. J'ai donc décidé de refuser officiellement le poste que le conseil d'administration m'a proposé.
J'abandonne ma place au sein de la direction et j'annonce la création d'un fonds indépendant destiné à soutenir les initiatives locales portées par des femmes seules dans les zones rurales françaises. Ce ne sera pas une fondation de façade. Ce sera concret, proche, transparent, parce que c'est là que j'ai trouvé la vérité. Il termina son discours sans grandiloquence, simplement avec un « merci » franc. Puis il descendit de la scène sans attendre d'applaudissements. Dans la salle, un murmure s'était levé, oscillant entre surprise et admiration discrète. Claire, elle, resta figée devant l'écran longtemps après que l'image fut revenue au présentateur qui commentait l'événement avec hésitation, visiblement pris de court. Elle reçut plusieurs messages au cours de la journée. Des amis, des connaissances, même des collègues. « Tu l'as vu? C'est de toi qu'il parlait, non? C'est incroyable !» Mais elle ne répondit à personne. Elle resta seule, dans son salon, à repenser à chaque mot prononcé. Il n'avait pas cité son nom. Il ne l'avait pas utilisé comme symbole. Il avait simplement raconté ce qu'il avait vécu. Et il avait agi, publiquement, officiellement, en renonçant à tout ce que les autres rêvaient de conquérir. Le soir venu, elle alla coucher Louis. Il lui demanda, comme il le faisait souvent, « Tu crois qu'Antoine pense encore à nous ?» Claire lui caressa les cheveux. « Je crois qu'il ne nous a jamais oubliés. Tu crois qu'il va revenir ?» « Je crois qu'il a déjà commencé à revenir. » Elle embrassa son front, puis sortit de la chambre. Dans la cuisine, elle ralluma la télévision. Le débat sur l'intervention d'Antoine faisait rage. Certains y voyaient une manœuvre habile, d'autres un acte de folie. Mais personne ne restait indifférent. Claire, elle, ne cherchait pas à interpréter. Elle savait ce que cela voulait dire, et ce que cela ne voulait pas encore dire, car même après ce geste fort, elle ne savait pas s'il frapperait à sa porte, s'il reviendrait pour de bon. Mais elle savait une chose essentielle. Il avait changé, pas seulement pour elle, pour lui-même. Et ce changement, loin d'être un acte de séduction, était une décision, un engagement, une rupture avec le passé, et une ouverture vers un futur qu'il n'avait plus peur d'assumer. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur de l'attendre, parce qu'elle n'attendait plus quelqu'un qui devait prouver quoi que ce soit. Elle attendait un homme qui avait trouvé en lui la force de ne plus fuir. Le printemps avait enfin posé ses couleurs sur les montagnes d'Annecy. Les arbres déployaient leurs feuilles avec une lenteur solennelle. Les oiseaux reprenaient possession du ciel et les journées s'allongeaient. La maison de Claire, longtemps empreinte d'un silence tendu, retrouvait peu à peu une respiration plus douce. Louis dessinait encore parfois Antoine, mais il parlait de lui avec moins d'attente, comme si l'absence s'était transformée en souvenir bienveillant. Claire, quant à elle, vivait dans un entre-deux. Elle n'attendait plus, pas vraiment. Mais chaque matin, en ouvrant les volets, elle regardait la route presque par réflexe. Il n'y avait pas de projet, pas de promesse, pas de plan. Juste une possibilité suspendue. Ce jour-là, elle avait passé la matinée à trier des papiers dans la cuisine quand elle entendit un bruit de pas dans l'allée. Pas le pas rapide du facteur ou celui, incertain, d'un voisin âgé. Un pas sûr, régulier, familier. Elle se leva, le cœur battant trop fort, s'approcha lentement de la fenêtre, et elle le vit. Antoine. Il se tenait devant la porte, les mains dans les poches, un sac à l'épaule. Il n'avait pas changé, si ce n'est peut-être dans l'attitude. Moins tendu, moins sur la défensive. Il leva les yeux, croisa son regard. Elle ne bougea pas. Il ne sonna pas. Il attendit. Claire ouvrit la porte doucement. Elle ne dit rien. Il non plus. Pendant de longues secondes, ils restèrent là, face à face, sans gestes inutiles. « Je suis venu, dit-il enfin. Pas pour m'imposer, pas pour reprendre quoi que ce soit, mais parce que je devais te dire quelque chose. Ici, pas au téléphone, pas par lettre, pas à Paris. Ici, là où tu m'as trouvé. » Elle ne répondit pas. Il continua. « J'ai compris beaucoup de choses depuis que je suis parti. J'ai parlé de toi sans te trahir, mais je n'ai jamais dit ton nom. Je ne voulais pas que le monde te touche, que ce qu'on a vécu devienne une anecdote de conférence. Tu n'étais pas un passage, tu étais le début. » Claire s'écarta de l'entrée. Il comprit que c'était une invitation à entrer. Il posa son sac près de la porte, jeta un regard autour de la pièce. Tout était à sa place, comme s'il n'était jamais parti. « Je ne suis pas ici pour rester si tu ne veux pas, mais je voulais au moins que tu saches que je ne suis plus ce que j'étais, que je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et que pour la première fois de ma vie, je suis prêt à être inutile, juste là,
à faire partie des choses simples. Tu veux dire, tu veux vivre ici? Demanda Claire, sans agressivité, mais avec un mélange de scepticisme et d'émotion qu'elle ne tentait même plus de cacher. Pas vivre ici pour fuir autre chose. Vivre ici pour aller vers quelque chose. Vers toi, vers vous, vers ce que je n'ai jamais eu. Un quotidien sans rôle à jouer. Une maison où chaque silence n'est pas une stratégie. Un enfant qui me demande de l'écouter, pas de le former. Une femme qui me regarde sans attente, mais avec exigence. Et moi, assez homme pour y répondre. Elle s'assit à la table, l'invita à faire de même. Ils restèrent longtemps en silence, les yeux dans les yeux, comme s'ils dénouaient enfin tous les nœuds restés suspendus entre eux. « Je ne te promets rien, dit-elle enfin. J'ai appris à ne plus attendre des promesses. Mais si tu restes, tu devras apprendre à vivre avec nous. Pas au-dessus, pas à côté, avec. Je ne veux pas être ailleurs, ni au-dessus, ni en dessous, juste ici. » Louis descendit à ce moment-là, frottant ses yeux. En voyant Antoine, il s'arrêta net, surpris. Il hésita une seconde, puis courut vers lui. « Tu es revenu ?» Antoine se pencha pour le serrer dans ses bras. Il ne put retenir un sourire. « Je t'avais dit que je reviendrais. Tu vas rester combien de temps ?» Il regarda Claire, puis Louis. « Aussi longtemps que vous le voudrez. » La journée se passa dans une étrange douceur. Antoine aida Claire à réparer une clôture dans le jardin. Il accompagna Louis à l'épicerie du coin. Il s'assit dans la cuisine pendant qu'elle faisait cuire un gratin et il la regarda comme si chaque geste était une scène précieuse d'un film qu'il n'aurait jamais voulu voir finir. Le soir venu, il demanda à Claire s'il pouvait lui parler seul au bord du lac, là où tout avait commencé pour lui. Elle accepta. Ils marchèrent en silence, leurs pas synchronisés, sans qu'ils y pensent. Le vent soufflait doucement, faisant frissonner la surface de l'eau. Antoine s'arrêta, regarda l'horizon. « Tu sais, je pensais que j'étais venu ici pour fuir, mais en réalité, je venais à ta rencontre, même sans le savoir. Parce que parfois la fuite n'est qu'une manière inconsciente d'aller exactement là où on doit être. Et maintenant, tu n'as plus rien à fuir? Non, rien, pas même moi. » Il se tourna vers elle, avec un calme qu'elle ne lui avait jamais vu. « Si tu me laisses une chance, je veux reconstruire ici, pas un empire, pas un projet, juste une vie, la vraie. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle l'observa longtemps. Puis elle sourit, à peine. Mais c'était suffisant. Dans ce sourire, il y avait le début d'un possible. Et cela valait plus que toutes les certitudes. Ils restèrent là, côte à côte, jusqu'à ce que la nuit tombe. Pas comme deux amants réunis dans un élan romanesque, mais comme deux êtres humains fatigués de jouer des rôles, prêts à bâtir quelque chose sans décor. Antoine n'avait plus besoin de prouver sa valeur. Claire n'avait plus besoin de se protéger derrière des barrières invisibles. Il n'y avait plus de fuite, plus de mensonges. Seulement la vérité nue, et le courage de l'habiter. Le temps s'était écoulé sans fracas, ni brusquerie, ni accélération dramatique. La vie avait repris un rythme simple, ponctué de gestes répétitifs et de silences paisibles. Antoine n'était pas revenu dans la vie de Claire avec fracas ou déclarations théâtrales. Il était simplement resté, jour après jour. Il n'avait pas tenté de s'imposer. Il avait pris place dans les interstices, dans les gestes du quotidien, dans les moments de fatigue, dans les rires imprévus. Il avait appris à connaître Louis autrement qu'à travers des questions, en l'observant faire ses devoirs, en l'écoutant raconter ses rêves, en l'accompagnant au marché sans jamais se poser en père de substitution. Claire, de son côté, n'avait pas cherché à précipiter ce qu'ils étaient en train de construire. Elle ne lui avait pas donné de titre, pas de statut. Elle n'avait pas tenté de recoller les morceaux d'une histoire passée, mais d'en bâtir une nouvelle, depuis un endroit plus sincère. Elle continuait à travailler, à s'occuper de ses patients, à tenir sa maison, mais tout avait changé, parce qu'elle n'était plus seule à porter le poids invisible des jours, parce qu'il y avait désormais quelqu'un pour partager les silences du soir, les courses du week-end, les petites décisions qui semblent dérisoires, mais forment la trame d'une existence partagée. Antoine avait transformé son héritage. Il avait vendu plusieurs parts de l'entreprise familiale, refusant les offres agressives de ses anciens associés. Il avait investi une partie de l'argent dans une fondation locale, discrète mais active, destinée à accompagner les mères célibataires, les femmes isolées, les projets modestes que personne ne regardait. Il n'y avait pas de logo clinquant, pas de gala de charité, pas de campagne de presse, juste des résultats concrets. Des aides financières transparentes, des formations,
des rénovations de logements, des réseaux de soutien. Il ne cherchait plus à être vu. Il voulait seulement que ça serve. À Annecy, peu de gens savaient vraiment qui il était. Certains parlaient d'un ancien cadre fatigué par la ville, d'autres d'un homme qui avait tout quitté pour l'amour d'une femme du coin. Mais personne ne cherchait à vérifier. Dans cette région, on respectait les silences, on ne posait pas de questions inutiles. Antoine avait trouvé sa place dans cette discrétion. Il donnait des cours de gestion bénévolement dans une petite école, aidait à l'organisation de fêtes de quartier et passait ses fins de journée à lire ou à jardiner. Il n'avait jamais été aussi occupé et pourtant jamais aussi en paix. Louis, lui, avait cessé de poser des questions. Un matin, sans prévenir, il avait appelé Antoine « Papa Antoine ». Le mot était sorti naturellement, sans regard vers Claire, sans mise en scène. Et Antoine, surpris, avait simplement souri. Il n'avait pas corrigé, pas réagi outre mesure. Il avait posé une main sur l'épaule du garçon et avait continué à l'aider à enfiler son manteau. Claire, qui avait assisté à la scène en silence, avait ressenti un mélange de vertige et de chaleur. Ce mot n'était pas un verdict, ni un engagement contractuel. C'était un signe que quelque chose, là, avait pris racine. La maison avait changé, elle aussi. Ce n'était plus cet endroit où l'on survit, c'était devenu un lieu où l'on vit. Il y avait des plantes dans les coins, des dessins de Louis accrochés au mur, des livres empilés un peu partout, des outils dans l'entrée, une table plus grande pour accueillir les amis. Claire avait repeint la cuisine avec l'aide d'Antoine. Ils avaient ri, s'étaient tâchés, disputés sur les couleurs, puis avaient trinqué à la fin du chantier avec un verre de vin blanc. Ce genre de moment, autrefois impensable, faisait désormais partie de leur normalité. Un dimanche matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux et que le silence de la maison était entrecoupé par les bruits de la cafetière, Antoine sortit une petite boîte du tiroir. Ce n'était pas un écrin de joaillier, pas un bijou hors de prix. Juste une boîte en bois sobre, artisanale. Il la posa sur la table, devant Claire. « Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il. Pas encore. Mais c'est une question. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que tu veux qu'on continue à vivre cette vie qu'on a commencée ?» Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur, 2 clés. L'une d'elles portait une étiquette « Notre maison ». Elle leva les yeux vers lui, sourit. « Je croyais qu'on avait déjà commencé. Je veux que tu saches que je ne partirai plus. Pas sans raison, pas sans toi. Alors arrête de parler et viens boire ton café. » Ils s'embrassèrent, sans frénésie, sans feu d'artifice. Un baiser de ceux qui scellent une alliance discrète, mais solide. Ils n'avaient plus besoin de se dire l'essentiel. Ils se vivaient dans les gestes, les regards, la confiance retrouvée. Plus tard dans la journée, ils se promenèrent tous les 3 au bord du lac. Louis courait devant, ramassant des cailloux plats pour les lancer dans l'eau. Claire tenait la main d'Antoine, qui la serrait avec la même intensité calme que le premier soir où il était revenu. Ils marchaient en silence, laissant le vent jouer avec leurs cheveux, la lumière danser sur la surface de l'eau. Personne autour ne les connaissait vraiment. Personne ne savait ce qu'ils avaient traversé. Mais ce n'était pas important. Parce qu'ils savaient, eux. Ils savaient ce qu'ils avaient risqué, ce qu'ils avaient perdu, ce qu'ils avaient reconstruit. Et cela suffisait. Ce que Claire avait découvert au fil des mois, c'est que les miracles n'étaient pas toujours des éclats spectaculaires. Parfois, il ressemblait à un homme qui reste, à un enfant qui dit « papa » sans y penser, à une maison qui ne tremble plus, à une femme qui n'a plus besoin d'être forte tout le temps, à un quotidien qui guérit, doucement, en silence. Et tout avait commencé un soir de pluie par une porte ouverte, une simple porte, rien de plus, rien de moins.